Le texte que vous m'avez demandé de traiter est un extrait du chapitre 40 de Gargantua. Il s'agit d'un roman publié par Rabelais en 1534, dans lequel l'auteur va s'inscrire pleinement dans la tradition humaniste de son époque, en posant un certain nombre de réflexions concernant l'éducation d'une part, mais aussi la religion d'autre part, lui-même étant moine, dans un contexte d'émergence du protestantisme. Dans le chapitre 40, nous allons avoir du coup une réflexion sur deux questions qui donnent leur titre au chapitre: pourquoi les moines sont retirés du monde et pourquoi les uns ont le nez plus grand que les autres. Ça sera l'occasion pour Rabelais de donner à travers ces personnages une réflexion comique qui, à défaut de donner des réponses, interroge quant à la notion d'interprétation des questions, qui est aussi une interprétation du monde. Je passe ainsi à la lecture du texte. Foi de chrétien, dit Eudémon, je deviens tout troublé en considérant la valeur de ce moine, car il réjouit le cœur de tous ceux qui sont ici. Et comment se fait-il donc qu'on écarte les moines de toutes les bonnes compagnies en les traitant de trouble-fêtes, comme les abeilles chassent les frelons du voisinage de leurs ruches? Elles éloignent de leurs ruches la troupe paresseuse des frelons, dit Virgile. À cela, Gargantua répondit: il n'y a rien de plus vrai. Le froc et la cagoule attirent sur eux l'opprobre, les injures et les malédictions de tout le monde, de même que le vent qu'on appelle Késias attire les nus. La raison indiscutable en est qu'ils mangent la merde du monde, c'est-à-dire les péchés, et qu'en tant que mange-merde, on les rejette dans leurs latrines, à savoir leurs couvents et leurs abbayes, écartés de la voie publique, comme les latrines sont écartées de la maison. À travers plusieurs systèmes d'analogie relevant du scatologique, Gargantua va ainsi développer une réponse argumentée à la question initiale avant de poser lui-même une question à laquelle on donnera une réponse tout aussi farfelue. On peut donc se poser la question: en quoi l'interprétation repose-t-elle nécessairement sur le rire? Pour répondre à cette question, je découperai mon texte en 4 parties. Tout d'abord, l'énoncé du problème numéro 1, de la ligne 1 à 5, puis la résolution de ce problème par Gargantua, de la ligne 6 à 16, et la discussion entraînée par cette résolution, de la ligne 17 à 21. Puis, dans une dernière partie, nous traiterons à la fois le problème et la résolution de la question numéro 2. Cela se fera de la ligne 22 à 31. Je commence ainsi le commentaire. Le texte s'ouvre sur une réplique d'Eudémon qui va initier le dialogue. L'interjection initiale, foi de chrétien, va jouer à la fois sur 2 registres. Tout d'abord, un registre drôlatique, avec le jeu de mots sur la foi, mais aussi va bien poser le cadre du débat. Il va s'agir d'une question religieuse de la part de quelqu'un qui est croyant. Eudémon, le bon génie, celui qui pose les bonnes questions, qui est le révélateur des problèmes, soulève ici le problème suivant. Ils sont en présence d'un moine de grande valeur, et pourtant, les moines sont toujours écartés des bonnes compagnies. Le problème oppose donc un moine en particulier, avec le déterminant démonstratif « ce », et les moines en général, à travers le déterminant défini « les ». La question est fondée par l'interjection initiale et justifiée par l'architecture logique de la réplique. Car il réjouit le cœur de tous ceux qui sont ici, comment se fait-il donc qu'on écarte les moines? Ici, ce qui est au centre de l'interrogation, c'est justement le rapport de cause et de conséquence qui oppose 2 états de fait radicalement différents. Outre la justification, la question que pose Eudémon se fonde sur une référence directe et explicite à Virgile qui est redoublée, puisqu'elle appartient d'une part à la question, comme les abeilles chassent les frelons du voisinage de leurs ruches, et, dans une citation explicite, elles éloignent de leurs ruches la troupe paresseuse des frelons, dit Virgile. La structure en chiasme, frelon, ruche, ruche, frelon, va modéliser véritablement le problème, l'énigme dans laquelle il se débat et qu'il soumet ici à ses compagnons. Je passe ainsi à la deuxième partie, qui va être constituée par la réponse de Gargantua au problème. Le pronom « cela » marque la prise en compte du problème par Gargantua, et sa réponse va commencer par un constat. Il n'y a rien de plus vrai, il y a véritablement un problème. Le constat d'Eudémon se vérifie, le froc et la cagoule attirent sur eux l'opprobre, les injures, les malédictions de tout le monde. Gargantua va donc préciser ce qui était contenu dans le terme de trouble-fête à travers 3 noms communs, opprobre, injure, malédiction, tout comme il va développer le terme moine à travers leur rapport métonymique, froc, cagoule. Gargantua annonce d'emblée qu'il va devoir développer ce qui était contenu en germe dans la question, ce qui est précisément le processus interprétatif. Outre ce développement, il annonce aussi à travers l'expression « de même que l'interprétation du problème doit reposer sur des figures d'analogie pour être appréhendée. De même que le vent qu'on appelle Késias attire les nus.
À cet exposé du problème et de la méthodologie de réponse va suivre une réponse, justement. La raison indiscutable en est que. Ici, le terme de raison va insister sur le caractère rationnel de ce qui va suivre, et ce caractère rationnel repose principalement toujours sur ce système d'analogie. Il mange la merde du monde, c'est-à-dire les péchés, à savoir leur couvent, comme les latrines. À travers ce système d'analogie, il va s'agir de constituer une métaphore filée qui aura pour but d'expliciter la raison indiscutable. Cependant, si cette structure argumentative est relativement solide, elle repose précisément sur une métaphore scatologique qui va assimiler les péchés et la merde, et du coup, les moines à des mange-merdes et les couvents à des latrines. À travers cette analogie ridicule, on va cependant avoir bel et bien une idée de la motivation sous-jacente au comportement de ce fameux tout le monde. Puisque, effectivement, si on peut établir une corrélation entre merde et péché, alors il est logique de rejeter les moines qui sont censés l'effacer. À cette analogie scatologique va suivre un exposé beaucoup plus sérieux, mais dont la compréhension aura été préparée par la remarque comique, comme si finalement, à travers le rire, le cerveau était plus disponible à l'acquisition de la connaissance. Ici, il s'agit de la définition du moine dont on parle, ce qui va revenir finalement au problème de base, qui était l'opposition entre ce moine et les moines. Ici, lorsque l'on parle d'un moine, il faut s'entendre sur le mot moine. Et ici, il s'agit d'un de ces moines oisifs. Il y aurait donc des bons moines et des mauvais moines, qui seraient ceux qui ne font rien, cette absence d'action étant modélisée par toutes les négations totales qui suivent: ne laboure pas, ne garde pas, ne guérit pas, ne prêche pas, ni n'instruit, ne transporte pas. Le système analogique va se perpétuer toujours à travers le système comparatif comme le paysan, comme l'homme de guerre, comme le médecin, comme le bon docteur évangélique et le pédagogue, comme le marchand de biens de consommation, et l'intégralité du raisonnement va se conclure, là encore avec une forte articulation logique, c'est pourquoi ils sont hués et abhorrés par tout le monde. On a donc bien un traitement de la question, comment se fait-il qu'ils sont écartés de toutes les compagnies? C'est pour toutes les raisons qui précèdent, et qui m'ont été rendues accessibles par l'analogie scatologique. S'engage alors une discussion sur cette résolution, et c'est ma troisième partie, puisque Grand-Gousier réagit à la multiplication des négations totales en opposant à l'inaction apparente une action dans l'ordre du spirituel. Il prie Dieu pour nous. Simplement, à cette remarque s'oppose radicalement Gargantua, rien moins, puisque dans le système de Gargantua, nous l'avions vu, il y a des bons et des mauvais moines, et si le moine ne laboure pas, ne garde pas, ne guérit pas, ne prêche pas, ni n'instruit, ne transporte pas, alors ça veut dire qu'il ne prie pas non plus. Finalement, on se retrouverait dans un système ora et labora, prie et travail, et le bon moine serait précisément celui qui prie en travaillant ou qui travaille en priant. Cependant, on retrouve là encore le même type d'ouverture, on part du point de vue du monde. Il est vrai qu'ils assomment tout le voisinage à force de brimballer leurs cloches. Ils ne prient pas, mais ils donnent l'apparence de prier. Là encore, à travers cette remarque humoristique, Gargantua va souligner un problème plus profond, plus complexe, la différence entre être et paraître, prier et montrer que l'on prie. C'est sur cette blague que va rebondir Jean des Entomeurs, le moine dont on parle, en faisant lui-même une nouvelle boutade. Messe, matine ou vêpres bien sonnées sont à moitié dites. Ce qui va être une manière pour lui, à travers ce bon mot, de donner raison finalement à la fois à Grand-Gousier et à Gargantua. Finalement, si Grand-Gousier est catégorique, ils sont utiles parce qu'ils prient, si Gargantua est catégorique en disant « en fait personne ne prie », eh bien le moine, lui, est moins catégorique. Il va proposer une position relativiste dans laquelle il va finalement souligner, toujours à travers une blague, le fait qu'on ne peut pas prouver de quelqu'un qui prie qu'il prie. Puisque, tout simplement, la prière commence à partir du moment où j'ai l'apparence de la prière. Et finalement, le moine dont on parlait jusqu'ici, en prenant ici la parole, va permettre une relativisation du savoir qui va se faire sans confrontation, mais bien par l'intermédiaire de la blague. Ici, le texte est coupé, mais la rupture est tout aussi brutale dans le texte complet. On passe du coq à l'âne, avec l'ouverture de ma dernière partie. Une nouvelle question qui était annoncée de manière tout aussi abrupte dans le titre du chapitre. Pourquoi frère Jean a-t-il ainsi bonné? Ici, le rapport de force est inversé.
Gargantua, qui répondait à la question de Démon, devient ici celui qui pose la question. Ici, il peut s'agir d'une question sans intérêt, d'une question un peu bête, mais en réalité, le problème n'est pas la qualité de la question, mais le processus de réponse, puisque c'est précisément sur l'interprétation que réfléchit ici Rabelais. À cette question initiale vont se succéder 3 réponses. Parce que, ligne 23, parce que, ligne 25, parce que, ligne 27. Ces 3 réponses vont être données par 3 personnages différents et vont être 3 réponses radicalement différentes. La première réponse est une explication religieuse, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Grand-Gousier est resté sur sa position. Grand-Gousier est manifestement un fervent croyant, et il va donner une explication religieuse à quasiment tous les problèmes de la vie. Le « il » reprend ainsi Dieu, qui va donner forme et fonction selon son divin arbitre. On retrouve toujours le champ lexical de la religion. Cependant, cette explication religieuse s'appuie sur le même principe mis en scène par Gargantua dans le problème précédent, à savoir un système analogique qui va être modélisé par l'utilisation de l'adverbe comme fait un potier qui modèle ses vases. L'explication religieuse se révèle avec l'idée de l'argile dans lequel Dieu aurait façonné le premier des hommes. À cette réponse religieuse va s'opposer une réponse d'ordre philosophique portée par le bon pédagogue de l'histoire, à savoir Ponocrate. Ici, le « il » ne désigne pas Dieu, mais désigne Frère Jean lui-même. On se rapproche finalement du réel, on se rapproche du tangible en prenant en compte l'objet dont on parle, en l'occurrence le sujet dont on parle. Cependant, cette explication est tout aussi farfelue, puisque ici, il s'agirait d'un choix que l'on aurait fait avant la naissance, lors d'une foire au nez. Et finalement, premier arrivé, premier servi, le pas de plus dans le réel est complètement annulé par cette idée assez drôle finalement. C'est là encore le moine qui va mettre fin au débat, et à travers l'interjection, va calmer les grands chevaux sur lesquels étaient montés Grand-Gousier et Ponocrate dans la course à la vérité. À ces 2 premières explications, il va opposer la vraie philosophie monastique. L'adjectif « vrai » étant là encore problématique, puisqu'il avait dit précédemment, bien sonné à moitié dite, il n'y a pas de réalité, puisqu'il n'y a que des apparences. Et finalement, c'est peut-être ça la vraie philosophie monastique, c'est que aucune explication ne vaut, puisque tout est débattable. Il va donc proposer une 3e explication, là encore introduite par la conjonction de subordination, parce que, et la réponse va être, là encore, relativement drôle, mais cette fois-ci, on est passé de la 3e personne du singulier à la 1re personne du singulier. Ma nourrice avait été ton mollet. On avance encore d'un cran dans l'adéquation réelle, puisqu'ici, il va s'agir d'une expérience personnelle. Ici, on va avoir affaire à une explication relativement matérialiste, ce qui semble en contradiction apparente avec l'idée de philosophie monastique, mais l'explication donnée fait reposer la taille du nez sur la dureté des seins de la nourrice. Là encore, l'explication repose sur un système d'analogie, et cette fois-ci nous en avons 2 à travers les adverbes comparatifs comme dans du beurre, comme la pâte. On aboutit ainsi à une sentence au présent de vérité générale. Les durs tétons de nourrice font les enfants Camus, mais la véritable leçon est celle qui suit. Gai, gai, finalement, la joie devient le seul critère de vérité. Et cette joie, qui va être caractérisée par le rire, va se formaliser dans les dernières phrases. À la forme du nez, on connaît celle du « vers toi je me lève ». Et à travers cette périphrase, qui est elle-même à interpréter, on peut retrouver finalement une certaine grivoiserie qui est en parfait décalage avec la position monacale que devrait avoir Frère Jean des Entomeurs. Le débat se clôt ainsi sur un appel à la boisson, à la nourriture, et un appel immédiat. Il n'y a pas de conserve, il faut manger immédiatement, puisque finalement c'est le repas et sa digestion qui permet finalement la vraie acquisition de la connaissance. Maintenant que nous avons fait le plein de savoir, il va s'agir de l'assimiler et d'en faire sa propre connaissance. En quoi l'interprétation repose-t-elle nécessairement sur le rire ? Tout d'abord, nous avons vu l'importance d'une discussion qui doit être conviviale, puisque l'interprétation finalement ne se fait pas seule, mais elle se fait véritablement dans l'interrelation, dans l'échange entre les personnages. Et le critère de bonne interprétation sera précisément celui qui est donné à la fin, à savoir la joie. C'est pour cela que la scène se passe au cours d'un repas, puisqu'il s'agit de modéliser l'interprétation comme finalement quelque chose qui se rapprocherait de la digestion du savoir. Le rire ainsi permettrait d'une part la médiation du savoir, à travers le recours à l'analogie drôlatique, puisque finalement il va permettre
une compréhension facilitée, une connaissance beaucoup plus accessible. Cependant, plus qu'une médiation, plus important que cette médiation, eh bien, c'est que le rire va permettre une relativisation du savoir. Cette relativisation étant mise en scène par les multiples interprétations qui sont posées à chacun des problèmes, finalement, peu importe l'interprétation, ce qui vaut, c'est le processus de justification et surtout qu'il n'y ait pas de réponse définitive puisque Rabelais ne tranche jamais, laissant ainsi à son lecteur le soin d'interpréter une fois qu'il aura fini de rire. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter les expansions du nom dans la première phrase. Les expansions du nom sont constituées de 3 catégories grammaticales qui ont pour but d'ajouter des informations supplémentaires au nom, qu'ils soient communs ou propres. Ici, je commencerai par les adjectifs. Nous en avons un. Il s'agit d'un adjectif verbal, troublé, qui va caractériser le pronom « je », auquel il est relié par l'intermédiaire d'un verbe d'état, devenir. Troublé est donc un attribut du sujet « je ». Pour ce qui est des propositions subordonnées relatives, pour ce qui est des compléments du nom, nous en avons 3, de chrétiens, de ce moine, de tous ceux qui sont ici. Dans les 3 cas, ce sont bien des groupes nominaux, chrétiens, ce moine, tous ceux qui sont ici, qui sont introduits par la préposition de, chacun venant compléter son antécédent, respectivement, foi pour de chrétiens, valeur pour de ce moine, cœur pour de tous ceux qui sont ici. Cependant, nous l'avons dit, le groupe nominal étendu de tous ceux qui sont ici, introduit par la préposition de, est lui-même composé d'un pronom qui possède une expansion du nom, puisque du coup les expansions du nom peuvent s'appliquer à des pronoms, ceux-ci remplaçant les noms. Ici, le pronom en question est « ce », qui va être repris par le pronom relatif « qui », sujet de la proposition subordonnée relative « qui sont ici ». Ainsi, « qui sont ici » serait la proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent « ce », lui-même complément du nom « cœur ». On a ainsi un système d'expansion du nom emboîté les unes dans les autres.